Jean-Philippe, pour te présenter. Tu es aujourd'hui président du CNM, du Centre national de la musique. Tu es conseiller d'État. Tu as été directeur général adjoint de l'Opéra de Paris pendant les 7 dernières années, avant de prendre la présidence du Centre national de la musique. Parler du CNM, c'est parler d'une histoire très française de problématiques de l'intervention de la culture dans ce qui est tout de même une industrie. Donc, le Centre national de la musique est un établissement public à caractère industriel et commercial, un EPIC qui a été créé le 1er janvier de cette année, 1er janvier 2020. Ça fait 40 ans qu'on en parle, 40 ans qu'on n'arrive pas à le faire. D'une part, l'industrie musicale, la filière musicale est très divisée. Et puis le ministère de la Culture qui dit créer un centre national, ça veut dire qu'on va avoir moins de travail et que peut-être qu'on va se demander si on doit encore exister. Alors pourquoi ça a été créé l'an dernier par une loi du 30 octobre 2019 ? Eh bien parce qu'ils ont tous pris assez cher dans l'industrie musicale. C'était le disque qui allait évidemment bien, et puis le spectacle vivant, c'était un peu de l'artisanat. Donc avec la crise du disque, ça s'est un peu inversé. Les majors ont pris très cher, des labels indépendants ont perdu beaucoup d'argent. Et en revanche, l'économie du spectacle vivant connaît une croissance à 2 chiffres. Et donc ça s'est un peu rééquilibré, mais ils se sont tous dit on est beaucoup moins aidés que le reste des industries culturelles. Et donc le projet a été relancé en 2010, ça n'a à nouveau pas marché. Puis en 2017, là c'est une proposition de loi qui a été votée, donc une initiative parlementaire soutenue par le gouvernement qui a abouti le 30 octobre dernier et la création officielle le 1er janvier. Donc le CNM est né le 1er janvier en transformant ipso facto un ancien établissement public qui s'appelait le Centre national de la variété, de la chanson et du jazz. C'était un tout petit établissement avec une quarantaine de salariés. Et la loi avait dit, vous fusionnerez avec 4 autres structures. Le Fonds pour la création musicale qui avait été créé par le privé, l'IRMA qui était une association d'amoureux du rock, le Bureau export de la musique française qui avait été créé par la SACEM, le ministère des Affaires étrangères pour promouvoir la musique à l'international, et le CADIF qui était une petite association qui soutient les disquaires. Au départ, le CNM, ça doit être financé par une taxe sur le spectacle musical et de variété. On a 40 ans de retard ou même 70 ans de retard qu'on va essayer de rattraper à toute vitesse. Et s'il n'y avait pas eu la crise, ça aurait été moins facile. Il y a 5 mots. Premier mot, connaissance. La filière musicale n'était pas du tout étudiée. Peu d'économistes s'intéressaient à ça, mais il y a peu de données chiffrées, c'est peu objectivé, et donc ce qu'on connaît mal, on le soutient moins bien. Donc le premier objectif, c'est recueillir de la donnée, faire des études. Deuxièmement, création, soutenir la création. La taxe que je vous ai dite, là, les 3,5% de votre billet, 60% reviennent aux producteurs. Ça s'appelle un droit de tirage, c'est une aide automatique. Et 40%, c'est une aide sélective. Troisièmement, territoire. On passe des contrats avec des régions pour les pousser à mettre plus d'argent sur la musique. Ça veut dire on se met d'accord sur des objectifs de structuration, de formation professionnelle, de digitalisation, que sais-je encore. On met de l'argent de manière paritaire. Et là aussi, on gère ça avec des appels à projets. Quatrièmement, innovation. On a un rôle que nous demande la loi d'aider d'abord à faire une veille technologique, de savoir ce qui se passe dans le monde innovation et musique, et aussi de soutenir des jeunes pousses. On va créer un prix de l'innovation dans le domaine de la musique, parce qu'innovation et musique, c'est très très fort depuis très longtemps. Et dernier mot, international. Nos artistes en France exportent très très bien. Voilà, très simplement résumé, mais après, il y a des problématiques transversales, l'égalité entre les femmes et les hommes, évidemment le développement durable, qui n'était pas du tout pris en compte par une maison commune. Zébulerie, le thème, c'est on fusionne 5 équipes à forte identité. Que nous, on a commencé à travailler ensemble dans le cadre du CNM en début d'année. On a eu un séminaire du conseil d'administration. On se recontacte à l'été. Et à l'époque, il s'agit d'organiser ce temps collectif pour rassembler toutes ces équipes début novembre, en date officielle de la fusion. Alors, il y a une partie qui est structurelle et une partie liée à la conjoncture de 2020. La partie structurelle, c'est qu'il y avait une forme de lassitude. On n'y croit plus. Ça fait 10 ans qu'on entend parler. Il y avait un mélange de lassitude, de fatigue, de doute, et puis quand même aussi de volonté pour les plus optimistes de tenter le coup. Parce que cette maison commune, ça pouvait être une force, ça pouvait être du collectif, de la solidarité, et donc plus de volume. Et donc, c'était un mélange d'inquiétude et peut-être d'opportunité pour les plus aventuriers. La crise est arrivée et a à nouveau mis un sacré coup d'arrêt. Parce que entre janvier et mars, on fait le conseil d'administration du CNM du périmètre d'avant, on lance les opérations pour rapprocher les comptabilités, pour préparer les conventions de fusion, etc. Mais quand même un mécanisme qui s'engage avec beaucoup de travail. Et puis le confinement arrive et là c'est OK. C'est mort. On ne fera plus la fusion. Et donc là, OK, c'est mort, on n'en parle plus. Les financeurs des associations privées sont dans un sale état parce que la SACEM, il n'y a plus de coiffeurs, il n'y a plus de supermarchés, de magasins, donc il n'y a plus de perception de droit. Donc OK, le projet est mort. Ma réaction, ça a été plutôt de dire, de cette contrainte, de cette crise, faisons une opportunité parce qu'on sera vraiment plus fort ensemble. Et donc, on a essayé plutôt de tenir le discours de non, OK, on ne va pas le faire le 1er juillet, mais le 1er novembre, au risque de repousser et de dire, vous voyez bien,
ça repousse. Donc, si c'est 1er novembre, peut-être que c'est dans 2 ans. En même temps, ça s'est accompagné de mon côté par des rencontres individuelles avec tous les salariés des associations sur lesquels je n'avais pas autorité, parce que moi, j'étais le patron d'un petit établissement public avec lequel une fusion était envisagée, mais je ne pouvais pas les convoquer tel jour à telle heure. Donc, c'était aussi expliquer beaucoup le projet, parce qu'il y avait beaucoup de « qu'est-ce que c'est un établissement public ? On va nous coller un comptable, les marchés publics, ça va nous compliquer la vie. De 15, on va passer à 100. 100, c'est énorme. » Lassitude, scepticisme, envie d'y croire parfois, mais beaucoup, beaucoup de questions. Et en réalité, pour arriver tranquillement à notre séminaire à distance, je ne savais pas comment ça allait se passer et comment on allait trouver les équipes. Pour préparer, il y avait une mission de préfiguration qui avait eu lieu en 2019, parallèlement au cheminement de la proposition de loi. Les équipes commençaient un peu à travailler ensemble sur la com, sur l'évolution des aides, sur les études, travailler ensemble, mais tout en appartenant aux structures de manière séparée. Les équipes avaient été une fois réunies physiquement dans une réunion qu'on m'a décrite comme glaciale, plus négative que positive en réalité. C'était plus une mise en commun des doutes et des questions qui s'aggravaient les unes les autres plutôt que rassurer les uns et les autres. La volonté, c'était vraiment de réunir le plus vite possible tout le monde, y compris parce que c'est une question de tempérament. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la parole ou par l'énergie. C'est aussi le pari de créer le mouvement. L'objectif, une fois que la date du 1er novembre a été vraiment confirmée, c'est de dire, OK, le 1er novembre, plutôt le 30 octobre à 23h59, la fusion juridique intervient et il faut qu'on les réunisse tout de suite, le plus vite possible. En principe, physiquement, trouver un autre moyen si on ne pouvait pas le faire physiquement. Mais pour moi, c'était un impératif absolu que physiquement, ça existe. On prépare ce séminaire d'abord en physique, puisque à l'époque, on est dans cette période qui nous semble bien lointaine où il faut se réunir. On est en septembre et on prépare le séminaire. Vient le moment où on voit bien que ça ne va pas être possible, et donc là, vous prenez la décision. On échange, et puis nous, on dit, vous savez, on a quand même appris à faire ces trucs-là à distance, quoi. Nous, ça fait depuis le mois de mars qu'on bosse là-dessus. Donc, on étudie ensemble, et puis vous dites, banco, de toute façon, il faut le faire. On fait confiance pour distancialiser le truc. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, et notamment ce qui va nous intéresser là dans l'exemple, c'est un peu deux choses, c'est-à-dire bien sûr il y a l'aspect fusion, et dans le fait de le faire à distance, comment ça s'est passé, ces différentes choses qu'il ne fallait pas rater. Donc il y a eu 3 grands temps. Un premier temps, le matin, en tout début, très très vite, on a fait un exercice qui a permis aux gens de se rencontrer, avec des échanges en binôme sur des questions, sur un certain nombre de questions assez nombreux, une douzaine de questions, des échanges en mode un peu speed dating, pour briser la glace et pour qu'ils puissent se rencontrer de façon aléatoire. C'est une des fonctionnalités que nous permet Zoom, faire en sorte que les gens se rencontrent. Le deuxième temps, toujours dans la matinée, et ça nous a occupé le reste de la matinée, on a travaillé sur l'appropriation des grandes missions du CNM. Il y a une douzaine de missions, pour que tout le monde s'approprie pleinement le périmètre et commence à parler du CNM plutôt que de son périmètre à lui ou de la structure d'où il vient. Regarder ces 12 missions et se poser la question de, pour chacune d'entre elles, en quoi cette mission est importante. Quand on regarde l'histoire de la filière musicale en France, en quoi la mission qu'on a, nous, CNM, ces missions qu'on a, en quoi est-ce qu'elles sont importantes aujourd'hui. Donc en fait, on a fait un travail qui était double, à la fois une relecture de l'histoire du CNM et en même temps un questionnement sur, au fond, ces missions, qu'est-ce qui fait qu'elles sont importantes. Et donc on est arrivé à midi, en fait, les gens s'étaient rencontrés, avaient travaillé en sous-groupe, parce que le deuxième temps dont je viens de parler était essentiellement en sous-groupe, ont été beaucoup en échange et avaient eu l'opportunité à la fois de regarder l'histoire de la filière musicale et de regarder les missions du CNM. Et donc ils étaient assez au clair avec ça. Et l'après-midi, on a fait un travail identitaire, on les a fait plancher sous forme d'atelier sur 3 sujets: les valeurs, les faire réfléchir, les faire contribuer à quelles doivent être nos valeurs, qu'est-ce qui doit guider notre action au quotidien. Un deuxième sujet sur la baseline, c'est-à-dire les quelques mots qu'on mettra sous notre logo. Et puis enfin le logo, y compris avec une contribution graphique. J'étais avec Elisabeth sur cette intervention. Il venait à reculons. Il faut dire que tout le monde, quand même, est passé en télétravail en un claquement de doigts. À la fin de l'année, intégralement en télétravail, on aura réparti à peu près 200 millions d'aides à la filière. Ils en avaient marre du télétravail et cette journée-là apparaissait comme complètement ésotérique, un séminaire à 100. Au début de la journée, certains ne savaient pas ce à quoi s'attendre et pensaient que ça serait bidon. Et puis, en fait, comme à chaque fois, avec Thibaut et ses collaborateurs, ça marche super bien. Déjà, les gens sont là à l'heure, sont chez eux, c'est timé. Un truc qui a été très positif, alors que je croyais que ça serait très négatif, c'est le côté on coupe le micro et puis il y a le timing et donc on est en train de parler, il manque 10 secondes, on est un peu paf, on est coupé. Et en fait, au lieu d'être frustrant et un peu castrateur, ça donnait du rythme. Et quand on les retrouvait dans la salle, ils rigolaient de s'être fait couper. Mais en tout cas, ça marchait comme ça créait du rythme. Ça, c'est très positif. L'ordre, la méthode, le côté rangé, ça, c'était très efficace. En revanche, c'est vrai que ça manque de chair. On ne peut pas parler en aparté.
mais sur le moyen terme, c'est moins marquant qu'une journée où on s'est engueulé, on a rigolé fort, etc. C'est un exercice très intéressant et vraiment, je le regrette. Enfin, c'était indispensable de le faire. Ça remplace à l'évidence pas un séminaire physique, même à 100. Quand on a préparé ensemble avec Emmanuel, des choses que tu nous as dites, c'est un pis-aller, ça a bien marché, mais à choisir, évidemment, je le ferai en présentiel. Dans le contexte qui était le mien, il était exclu de ne rien faire. Et comme il était exclu de le faire en physique, il était donc nécessaire de le faire en virtuel. Et je préférais le faire et le rater plutôt que de ne pas le faire. C'était un risque mesuré et je pense que ça a été un plein succès, vraiment carton plein, y compris avec les limites que je disais, c'est-à-dire un impact moins fort que voilà. Mais donc c'est une grande réussite. C'est vraiment important de passer du temps à préparer ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire, quel message on veut délivrer, pourquoi on veut faire ça. Je pense qu'il y a un travail de préparation, ce qui veut dire que le dirigeant qui commande le séminaire, il doit aussi faire l'effort de mettre ça dans son agenda et de consacrer le temps, la concentration qui va bien, parce que c'est pas une recette, c'est vraiment, je pense, très lié aux circonstances qu'il faut bien comprendre. On dit les associations et l'établissement préexistant avaient des cultures très différentes. Oui, c'est vrai, mais en fait quand même, c'était pas vraiment des concurrents, c'était des associations, donc c'était une culture différente, mais en fait quand même pas si opposée que ça. Je pense qu'il faut dire la vérité, c'est-à-dire qu'il y a rien de pire que la langue de bois, le blabla, l'enfumage. Ils étaient rassurés par le fait qu'il y avait pas de fumée. Après, il y avait pas d'agenda, de rendu, de plan stratégique. On voulait qu'ils passent un moment ensemble. Mais le lundi 2 novembre à 9h, j'avais réuni tout le monde pour leur dire, voilà, on est réunis, on est en télétravail, voilà ce qui va se passer, on a un conseil d'administration par rapport au télétravail, ça va marcher comme ça, mais pour que notre séminaire du mercredi soit un peu dégagé des questions matérielles, pour pas que le séminaire soit le premier moment où on se voit après la fusion. Dans un premier moment collectif, je vois plusieurs choses vraiment à pas rater. Il y a à faire en sorte que les gens puissent se rencontrer, qu'ils puissent passer tout simplement du temps ensemble, sans autre enjeu que de passer du temps ensemble. Deuxième chose que je vois, c'est qu'on a vraiment parlé métier. Le métier, ce qu'on va faire, nos missions, les amener à parler métier. En fait, on voit que très vite, ça les a fait passer à dire nous, le CNM, nous, on va faire ceci, nous, on va faire cela. La troisième chose que je retiens, c'est pas un moment de production. C'est pas un moment on doit vouloir qu'ils produisent du plan d'action, des choses comme ça. En fait, c'est un moment de rencontre et de partage sur l'identité et sur les intentions.